Bonjour, je suis en ligne en effet. Je vais partager mon écran. Vous m'entendez? On vous entend très bien, c'est bon. Impeccable. Donc voilà, si vous voyez, je débute. C'est bon. Vous voyez? Impeccable. Donc je remercie Isabelle de m'inviter et de me permettre de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'impact nutritionnel sur le vieillissement. Concernant le vieillissement de la rétine, on connaît les facteurs de risque, hein, qui sont l'exposition à la lumière, l'âge, l'exposition à des polluants environnementaux, la génétique et ce qu'on peut appeler l'épigénétique, c'est-à-dire la façon que l'on a de s'alimenter et qui va modifier l'expression de nos gènes. Donc il est assez classique, comme le dit Isabelle, de focuser et d'inviter nos patients à s'intéresser à cette nutrition pour optimiser cette épigénétique. Mais je vais commencer cet exposé pour aussi vous inviter à ralentir votre vieillissement et qui sera un deuxième aspect de préserver les mitochondries. Concernant le ralentissement du vieillissement, vous voyez que ces deux souris ont exactement le même âge et pourtant elles n'ont pas le même aspect. Et la souris plus âgée a eu une mutation de ses mitochondries, ce qui a généré une libération de radicaux libres qui sont la raison du vieillissement. Ces mitochondries, c'est bien sûr ce petit haricot au niveau de la cellule il y a 3000 mitochondries en moyenne par cellule et nous sommes équipés de 10 000 milliards de cellules. Les mitochondries sont principalement en plus grand nombre dans le système nerveux, dans les muscles et dans le système sensoriel, visuel et auditif. Donc, qu'est-ce qui nous fait vieillir? Eh bien, c'est cette oxydation, les radicaux libres. Il faut concevoir qu'une mitochondrie, c'est comme une chaudière. Une chaudière est censée produire de l'énergie, produire de l'ATP, mais la rentabilité de la chaudière n'est jamais complète. Il y a toujours une perte d'énergie. Il suffit d'aller à la cave et de se rendre compte que, bah oui, malheureusement, on chauffe la cave un petit peu, alors qu'on voudrait plutôt chauffer les étages. Eh bien, c'est pareil avec la mitochondrie. Il y a entre 2 et 5% de perte d'électrons à haute énergie, qui sont des sortes de mini Tchernobyl. Et ces électrons à haute énergie sont responsables du vieillissement en attaquant nos fibres élastiques, des cancers en attaquant l'ADN, de l'arthrose en attaquant les articulations, etc. Il est possible, donc génétiquement, certains auront un vieillissement un petit peu plus accéléré. Ils auront peut-être 5% de perte, d'autres 3%, ceux qui vieillissent peut-être. Mais la différence entre 3 et 5%, c'est surtout votre hygiène de vie. On ne peut pas avoir zéro vieillissement, on ne peut pas avoir une chaudière avec une rentabilité complète, mais on peut limiter cette perte d'électrons à haute énergie et limiter le vieillissement de cette voiture ou de nos mitochondries. On verra en deuxième partie de cet exposé que la deuxième cause du vieillissement, c'est la glycation. Et là, on est directement lié à notre alimentation, puisque la glycation, c'est le caramel que l'on fabrique à partir du sucre. La mitochondrie, on reprend notre haricot et on l'a schématisé et pour voir les points d'impact que l'on peut avoir. La mitochondrie, c'est donc un moteur, une source d'énergie, une chaudière. Pour que le moteur fonctionne, il a besoin de carburant. Les carburants, c'est le sucre. Le sucre, j'aime bien donner l'image d'une feuille de papier qui permet de démarrer la cheminée. Et le gras, c'est plus la bûche qui va permettre d'avoir une énergie stable dans le temps. Les patients qui consomment trop peu de graisse, ils ont ils ont un sommeil qui est fragmenté. Ils sont obligés de remettre une feuille de papier toutes les heures et ils se réveillent. Et on va leur expliquer qu'il faut jouer sur ces deux énergies. Isabelle parlait de l'importance des vitamines B. On va voir que le sucre a besoin de tout un cortège de vitamines B et notamment d'un antioxydant qui s'appelle l'acide alpha-lipoïque pour rentrer. Vous regarderez que dans le carburant, on a aussi mis l'oxygène et ce sera l'objet d'une diapo sur cet exposé. C'est-à-dire qu'une cheminée, même s'il y a du papier, même s'il y a des bûches,
S'il n'y a pas d'oxygène, la cheminée ne pourra pas produire d'énergie. On parlera de la carnitine. La carnitine, c'est un transporteur, Isabelle l'a évoqué dans son exposé, c'est un transporteur qui permet aux graisses, à la bûche, de pouvoir rentrer dans la cheminée. En effet, le gras est gras et pas soluble dans le sang. Il a besoin d'être, entre guillemets, solubilisé pour rentrer dans cette mitochondrie et être utilisé. Ce transporteur, il est très facile de doser, son taux sérique, et ainsi, s'il y a une carence en carnitine, évidemment, il faut en donner parce que sinon, la mitochondrie ne fonctionne pas bien. Par contre, s'il n'y a pas de carence, donner de la carnitine ne sera pas favorable parce que l'on peut fabriquer ce que l'on appelle du TMAO, qui est un produit neurotoxique et endotéliotoxique. Tout est une histoire d'équilibre dans le corps humain. Une fois que le carburant est rentré dans la mitochondrie, dans cette bactérie ancestrale, comme nous a dit Isabelle, avec cette double membrane et une membrane qui est très répliquée pour avoir une grande surface à l'intérieur, cette membrane qui est ondulée, et c'est le lieu de petites portes où les électrons à haute énergie vont pouvoir entrer, sortir et comme ça augmenter leur charge d'énergie et exploser à la fin pour donner une grosse quantité d'ATP. En effet, près de 40 kg d'ATP par jour sont produits. Donc ces petits électrons qui rentrent, qui sortent ici, tout du long de cette membrane interne, il y a certaines portes qui sont où les clés vont ressembler à des clés de toxiques environnementaux. C'est-à-dire que pour ouvrir une porte, il faut une clé. Et si ce transporteur s'appelle le tartarate ou le malate, comme ces deux clés se ressemblent beaucoup, et si on se trompe, qu'on met le toxique dans la clé toxique dans dans la porte, eh bien, il n'y a plus de transport. Donc, on a des toxiques environnementaux qui peuvent comme ça ralentir, bloquer des portes et donc avoir vraiment une faiblesse de production d'énergie. Et c'est pas tant ça qui soit grave, c'est que dès que la production d'énergie est coupée, les électrons à haute énergie sont libérés et donc font leur méfait et libèrent des radicaux libres. Donc ces toxiques environnementaux, ils peuvent être de deux ordres. Ils peuvent être internes, liés à un microbiote qui n'est pas équilibré, ou ils peuvent être externes, liés à des toxiques environnementaux. On peut imaginer éventuellement des amalgames qui ne sont pas bien faits, ou alors des plastiques, hein, les microplastiques dans les bouteilles d'eau, hein, puisque même une bouteille qui est à usage unique, on sait qu'elle libère beaucoup de microplastiques. On a beaucoup de microplastiques dans la rétine, dans la plaque d'athérome, dans les tumeurs cancéreuses. Donc même l'usage unique, il faut s'en méfier. On a peut-être que dans la rétine, Isabelle a parlé de l'accumulation des toxines et c'est une autre forme de toxine, d'entotoxine que l'on peut qualifier ainsi. Sur ce chemin des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, il y a une porte qui va s'appeler coenzyme Q10 et qui a un rôle particulièrement important comme antioxydant et qu'il est intéressant de doser. Et ici, j'ai figuré ces petites allumettes qui ressemblent qui sont en fait les briques, qui sont les acides gras. Une membrane n'est faite que de gras et donc la qualité de la membrane, la qualité des acides gras va déterminer la fluidité d'ouverture et de fermeture des portes et donc va permettre d'avoir une meilleure production et sans perte de ces électrons à haute énergie. Donc l'alimentation sera capitale pour nous apporter des graisses de bonne qualité. Le dernier petit point ici, vous voyez que ce moteur, il a besoin d'un démarreur. Il a besoin d'essence, mais il a besoin d'un démarreur. Et le démarreur s'appelle principalement hormones. Et on a évoqué ici les hormones thyroïdiennes. J'ai fait un petit rappel sur toutes les vitamines et antioxydants qui sont essentiels au bon fonctionnement d'une mitochondrie. On avait déjà évoqué ça au dernier congrès de l'IRPP où j'avais participé en 2019 et j'ai remis tout ce listing qu'on avait détaillé. Aujourd'hui, le sujet est principalement sur le muscle, sur les protéines, sur l'oxygénation, sur le début, mais je fais quand même un bref rappel de tout ça. Donc, on est en 2025, on est proche des Jeux olympiques. Je suppose que c'est ça qui a motivé de parler de l'activité sportive.
Et j'ai envie de vous dire que le sport, c'est le mouvement, c'est juste ce qui nous relie tous. C'est ce qui relie l'infiniment grand et l'infiniment petit, de l'univers à l'atome, avec une similarité qui est quand même assez époustouflante. Souvent, pour convaincre les patients, je vais leur poser la question et leur demander: «Est-ce qu'un oiseau qui ne vole pas, ça existe? Est-ce qu'un poisson qui ne nage pas, ça existe?» Et alors, pourquoi un homme sédentaire devrait-il être en bonne santé? Non, c'est pas possible. L'OMS, malheureusement, nous explique que près de 70% de la population mondiale serait sédentaire et on va essayer de voir en quoi ça a vraiment un impact sur notre santé et donc aussi la mitochondrie. En effet, le sport est devenu une prescription médicale et ce sport va permettre donc il y a différentes, catégories de sport, mais tous les sports, on va dire, sont bons. Le sport, athlétique ou le sport, des jeux olympiques, n'est peut-être pas favorable parce que trop contraignant, mais 30 minutes de marche quotidienne, c'est ce qui est recommandé. Ou alors, ce qui est aussi recommandé, c'est le sport de haute intensité mais court, c'est-à-dire 5 à 10 minutes où on va alterner des phases d'accélération, 2 minutes où on court et 20 secondes où on court et 2 minutes où on marche et on alterne ça, 4 fois, ça fait 10 minutes. Une façon simple de le faire, c'est dans les escaliers, donc on se retrouve à monter les escaliers, on les monte 4 à 4, un étage se on monte lentement, un étage, on monte 4 à 4. Et ça, cette pratique comme donc le sport permet de faire fonctionner les muscles. Les dépenses énergétiques du muscle, c'est 20%, c'est comme le système nerveux et pendant l'activité sportive, on double, on est à 40%. Ce sport doit être adapté, régulier, ludique, modéré et vous voyez l'impact du sport, sur la santé. C'est-à-dire que on va avoir une action anti-inflammatoire, réguler la glycémie, on va permettre de, synthétiser, des hormones, on va solidifier les os, on va consolider le tube digestif, on va communiquer avec le cerveau par une hormone qui s'appelle l'irysine et augmenter les facultés de mémorisation, de concentration et on va booster le système immunitaire. L'irysine, qui est cette molécule qui a une action de neurogénèse et l'absence de sport, le sport, va donc quand on parle de sport, on pense aux muscles et aux protéines dont on a besoin pour faire du muscle. Et si on n'est pas sur ce versant d'entretien du muscle, on risque d'être sur le versant inverse. C'est vraiment un équilibre, ce muscle, et tout est fait pour perdre du muscle au cours de la vie. C'est-à-dire que le muscle étant ce réservoir de protéines, si j'ai trop d'inflammation, si j'ai trop de protéines inflammatoires pour me protéger de maladies inflammatoires, eh bien, je vais les piocher dans ce muscle, ou en tout cas, je vais empêcher le muscle d'avoir toutes les protéines dont il a besoin pour fabriquer. Si je manque de certaines vitamines, si j'ai des mitochondries qui ne sont pas bien entretenues par une alimentation pas favorable, eh bien, je ne pourrai pas fabriquer ce muscle correctement et la sédentarité dont on parlait. Un sujet qui est intéressant de comprendre, tout à l'heure on parlait du sport favorable de haute intensité. Ça nous amène à expliquer ce que c'est que le phénomène d'hormèse, c'est-à-dire que parfois le fait de créer un stress, eh bien ça va être paradoxalement, dans une certaine proportion, être favorable. On sait que le jeûne peut être favorable, la cétose, le fait de ne manger que 0 sucre, une activité physique donc fragmentée, la lumière du soleil en fonction de sa quantité va être favorable, l'exposition au froid, hein, qui est très promue, ou même à la chaleur. Donc laissez-moi vous expliquer ce mécanisme sous une forme un petit peu ludique avec des schémas. Ici, vous voyez une course de voiture de Formule 1. Eh bien, quand on fait du sport, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que les mitochondries, ces petites voitures, elles sont mises sous stress et elles vont devoir produire beaucoup d'ATP pour assurer cette activité sportive, libérer de l'énergie.
Ça va nous permettre de repérer, c'est ce que disait Isabelle sur les cellules rétiniennes, certaines protéines qui vont être marquées et pour montrer qu'elles sont de moins bonne qualité. Eh bien, c'est pareil. On va pouvoir marquer certaines protéines des mitochondries et montrer quelles sont les mitochondries qui fonctionnent bien et celles qui fonctionnent moins bien, et mettre au rebut celles qui fonctionnent moins bien et favoriser la mitogénèse, la multiplication des bactéries performantes qui va donc avoir moins de gaz d'échappement, qui va avoir un moteur mieux réglé, moins de radicaux libres et donc moins de toxicité, de neurotoxicité. Voilà. Donc ça, cette biogénèse, Isabelle l'a bien expliqué. Donc, quand on va chez son médecin, on a souvent ces petites brochures qui nous parlent de la santé, parce qu'on a envie de parler de santé et non pas de maladie. Et cette santé, elle est, vous voyez, toujours autour de 3 axes qui sont, bouger, ce que l'on vient d'exposer, qui sont manger, donc qu'on a évoqué sur l'alimentation, la qualité de l'alimentation et en troisième, vous voyez ce cycle nictéméral avec la mélatonine, le respect des cycles, puisque pour qu'une cellule rétinienne puisse bien se réparer, je ne sais pas si l'exposition, dans l'obscurité est importante. En tout cas, il faut qu'elle soit quand même un petit peu au repos et c'est exactement la même chose avec le muscle qui doit avoir des phases de repos pour pouvoir, se réparer. En tout cas, c'est le cas pour la mitochondrie. Dans les phases de cétose, quand on ne mange pas, eh bien, on a plus de capacité de réparation des cellules. Ici, je vous présente donc, on va développer les différents nutriments, les différentes essences qui rentrent dans la mitochondrie et qui lui permettent de fonctionner de façon optimale. Donc là, ma petite voiture, c'est la mitochondrie et là, c'est les différentes essences, un petit peu comme on l'avait vu sur le schéma tout à l'heure. La première essence, ce sont les acides gras parce qu'ils ils ont une importance capitale. C'est à la fois une essence, cette bûche dont je vous parlais, qui, dans la cheminée, va permettre d'avoir une énergie prolongée dans le temps et donc pas des à-coups. Ces acides gras qui sont essentiels aussi, au niveau de leur qualité. Si, il y a acides gras et acides gras. Les acides gras de haute qualité qui sont des huiles de poisson, ce sont celles qui sont, positionnées au niveau de la membrane interne de la mitochondrie parce qu'elles sont très fluides, on appelle ça le docosahexaénoïque et elles permettent aux portes, de s'ouvrir, de se fermer, rapidement pour une production. Ce DHA, on le trouve à 4 endroits. On le trouve dans la membrane interne, donc de la mitochondrie, on le trouve au niveau de la rétine, on le trouve au niveau du flagelle du spermatozoïde et dans le système nerveux. Donc ce DHA, c'est aussi le lieu d'accroche, de petits de récepteurs, aux PIPARS, qui sont des éléments importants dans les maladies cardiovasculaires et dans la vasodilatation et donc l'angiogénèse et la nutrition, de ces, tissus. Les acides gras sont, en fonction de leur qualité, essentiels également parce que ce sont eux qui ont une action pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire. En fonction de la qualité des graisses que je vais consommer, si je consomme des bonnes graisses et que je fabrique correctement l'EPA, qui est une action anti-inflammatoire, le DHA, qui a cette fonction de structure au niveau de mon spermatozoïde, de ma rétine et de la membrane interne de ma mitochondrie, je vais pouvoir prolonger les étapes de synthèse et même synthétiser ce qu'on appelle des résolvines et des neuroprotectines qui portent bien leur nom, c'est-à-dire des petites molécules qui vont permettre de résoudre, de réduire l'inflammation et de protéger les nerfs. Donc, ces acides gras, les bonnes graisses, on va les trouver dans les aliments animaux gras, l'avocat, les poissons gras, les oléagineux, l'huile d'olive, l'huile de colza uniquement si elle est première pression gardée au frigo, le jaune d'œuf d'un œuf qui a vu l'extérieur, qui a vu des vers de terre, etc. Attention, le fromage aussi est une bonne graisse, à la seule condition que la vache ait vu l'herbe, que la vache ait pu manger du pourpier et que, car le pourpier est riche en oméga 3 et grâce à ça, elle va pouvoir fabriquer pour nous le DHA, l'EPA et après, à nous de fabriquer nos résolvines et nos neuroprotectines. Si la vache n'a pas vu d'herbe et surtout du maïs,
eh bien, elle va nous apporter des oméga 6 et on n'aura pas ces EPA et DHA. L'autre facteur limitant sur ces bonnes graisses, eh bien, ça va être toutes les étapes au niveau du corps. Donc, on a dit qu'il faut déjà qu'il y ait un apport de bonnes graisses. Donc, ça, c'est nos choix alimentaires. Après, il faut qu'il y ait l'absorption qui soit correcte. Il faut que ma muqueuse digestive, mon endothélium soit correct. Ensuite, il faut que mon foie puisse fabriquer ce DHA et cette EPA. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une delta 6, puis une delta 5 désaturase. Or, ces enzymes delta 6 et delta 5 désaturase sont fortement limitées aux âges extrêmes de la vie. Ils sont fortement limités lorsqu'il y a des maladies métaboliques, lorsqu'il y a une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, un diabète, un cancer, etc. Donc, on aura à cœur chez ces patients qui ont des maladies métaboliques ou une maladie inflammatoire chronique d'apporter le produit fini, c'est-à-dire l'huile de poisson directement et pas uniquement les précurseurs. Enfin, on voit qu'il y a après cette étape où même si on a un apport suffisant, l'absorption au niveau de la rétine est encore une étape limitante. C'est pour ça qu'il faut un apport suffisant pour avoir tout ça. On avait évoqué tout à l'heure ce transporteur, la carnitine qui va permettre à mon acide gras de rentrer dans la mitochondrie et son acolyte, la coenzyme Q10 qui, elle, est plutôt active au niveau de la chaîne respiratoire de la mitochondrie, mais qui ont des actions un peu similaires au niveau clinique qui vont permettre ce sont des patients qui, lorsqu'ils sont carencés dans une de ces 2 molécules, vont vous exprimer une douleur musculaire, puisqu'il y a beaucoup de mitochondries dans les muscles et au niveau de la rétine, j'imagine, donc une expression pathologie, rétinienne et une douleur musculaire, une fatigue à l'effort. Donc, c'est, la coenzyme Q10, la carnitine, elle est, fabriquée, à 25 à partir du fer et de la vitamine C. Donc on aura à cœur de motiver nos jeunes à manger des crudités et les jeunes filles à vérifier, qu'il n'y ait pas trop de carences martiales en lien avec les cycles et à 75 c'est apporté par la consommation, une fois par semaine, de viande rouge en quantité. La coenzyme Q10, on la trouve également dans les produits gras animaux et voici toutes les proportions. Ensuite, l'autre énergie, on a parlé des graisses, l'autre énergie importante, c'est le sucre. Donc ce sucre, on avait dit tout à l'heure que, si la mitochondrie fonctionne pas bien, ce qui nous fait vieillir, c'est l'oxydation, ces radicaux libres, ces électrons à haute énergie qui tombent et le deuxième responsable, c'est la glycation, c'est le caramel que je fabrique en, faisant se rencontrer le sucre et les protéines. J'aime expliquer à mes patients que le sucre, ça colle sur une table et que quand le sucre rentre de façon un peu trop rapide dans le sang, il y a aucune raison que ce sucre ne fasse pas la même chose que ce qu'il fait sur la table, c'est-à-dire le sucre, tel un chewing-gum, va se coller sur les protéines, sur les clés, et ces protéines sont dénaturées, elles ne sont plus fonctionnelles, elles ne peuvent plus avoir cette action métabolique de clé pour ouvrir des portes, pour permettre des échanges, et pire, ces protéines qui sont dénaturées, elles vont embourber le système, il faut de toute urgence pouvoir les éliminer, et on va récupérer nos réserves d'antioxydants, de vitamine C, pour les éliminer, antioxydants dont on a tant besoin pour protéger notre rétine, nos articulations, nos tissus des agressions de radicaux libres ou des toxiques environnementaux. Donc vraiment avoir à cœur de limiter ces pics de sucre. Le sucre ne doit jamais rentrer en début de repas. Le sucre doit toujours arriver en fin de repas, revenir aux aliments traditionnels de nos grands-parents en débutant les repas par une crudité avec des huiles et ensuite en mettant une protéine et enfin, si l'on veut, un féculent et un dessert un petit peu plus sucré. Mais le goûter sucré et cette bombe sucrée, ce jus de fruits, ce sont vraiment ce sont des toxiques. Il faut éviter ces pics. Donc au niveau, de la rétine, là, c'est plus le domaine, mais en effet, la rétine et le cône ont un lien très fort, le cône, détient son alimentation sucrée, du bâtonnet, mais on sait que dans la rétine pigmentaire, il y a, un excès de sucre et là, je vais laisser les les professionnels. Il y a un lien au sucre qui est très fort dans cette rétinite pigmentaire, quoi qu'il en soit et On peut donc quand on parle de sucre, on va parler d'insuline. L'insuline, c'est une hormone pro-inflammatoire, qui n'est pas Frédéric, favorable on peut conclure? On peut
Très bien. Et le sucre permet de lisser, cette glycémie. Hops. Ensuite, on avait parlé de la troisième énergie qui était l'oxygène. La qualité de la respiration est essentielle. On est surpris d'observer que les patients ne savent pas respirer, ne savent pas mobiliser leur diaphragme et donc ça, c'est important. Ensuite, l'hydratation, hein, il faut comprendre qu'une cellule, c'est en fait une piscine dans laquelle la mitochondrie flotte et que toutes ces cellules sont reliées les unes aux autres par des rivières et qui communiquent par des petits bateaux sur lesquels on va mettre des neurotransmetteurs. Donc l'hydratation est essentielle et souvent un souci aussi dans l'alimentation. Une façon de savoir si je suis bien hydratée, ce sera la couleur de mes urines. Et je vais peut-être m'arrêter là. Je comptais parler des protéines, mais ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie.